Je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Eh bien, bonjour, bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe de la maison Marnon, qui nous vient directement du Luberon. Je suis ravi de t'accueillir, Philippe, et je vais te laisser tout simplement te présenter. Merci Nicolas de ton accueil, ravi d'être là pour cette première expérience. Me présenter, j'ai une formation d'ingénieur agronome, originaire d'une région viticole qui est le Sancerrois, du côté de ma maman, de longue date, avec une famille qui remonte dans les années 1500. On a pu remonter assez loin sur la filiation familiale de ce côté-là. Et donc ce sont des racines fortes qui ont conditionné beaucoup de choses dans ma vie, justement, donc mes études jusqu'à la fin, cette passion pour le vin. Et j'ai toujours donc ma maison familiale, évidemment, dans le petit village de Surian-Vaux. Et c'est de là où est venu le goût du vin, la passion du vin, la passion de la vie. Tes parents, du coup, étaient dans le monde du vin ou pas forcément? Pas trop, ou pas du tout, parce que ma maman avait une sœur, donc c'était une filiation féminine, et donc il n'y a pas eu de suite. De toute façon, on a des générations assez éloignées, nous, dans la famille, plus de 35 ans. Donc, c'était pas encore l'avènement de la vigne prospère, on va dire, dans le Sancerrois à cette époque-là, donc plutôt des éleveurs, avec un modèle très, très modeste, d'éleveurs, chèvres, vaches, et puis ils ont migré en plus à Paris, à un moment donné, tellement c'était mieux de travailler à Paris, les grands-parents, donc. Et de fait, la maison, elle est restée, la ferme, elle est restée en l'état. On continue de la voir de génération en génération, et c'est nos racines familiales. Voilà, donc ma maman, effectivement, et mon père, ils n'ont pas été dans le milieu du vin, mais ma famille... Dans une région, on va dire, en tout cas... Exactement, mais toute ma famille, mes cousins, il y en a beaucoup qui sont dans cette région-là, oui, toujours. Puis beaucoup d'amis, oui. Ok, et du coup, tu finis ta formation. Donc, tu l'as faite où, ta formation à Paris? À Montpellier. À Montpellier, d'accord. Je fais l'agro de Montpellier. Et donc, à la suite de l'agro de Montpellier, j'ai été un peu travailler en Afrique du Sud, puis je suis revenu et je suis rentré dans un groupe qui s'appelait le groupe Scali. D'accord. Qui a été bien à l'origine du développement des vins de cépage dans la région du Languedoc. Ça, c'était... au début des années 86-87, c'est là où ça a été le démarrage. D'accord. Et ça a été 20 ans d'aventure dans le Languedoc à développer, à accompagner, on va dire, la mutation du Languedoc, depuis des vins qui étaient formatés pour être plutôt anonymes, parce qu'un type de marché demandait ça, vers un marché plus international, et puis sous la dynamique de l'entreprise Scali, avec Robert Scali notamment. Et voilà, ça m'a occupé pendant environ une vingtaine d'années. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler de cette partie un peu marché international. On passait d'une production qui était assez massive et un peu confondue, c'est ça, dans le Languedoc, à une production du coup par cépage. Ça peut être intéressant peut-être d'en parler pour nos auditeurs qui connaissent pas trop. L'approche un peu nouveau monde vs ancien monde sur la différence plutôt approche des appellations ou approche des cépages. Est-ce que tu peux développer peut-être un petit peu cette C'est partie-là? passionnant, parce que ça a été très complémentaire des appellations, parce que toute cette grande région, tout ce bassin du Languedoc-Roussillon, ne pouvait pas être que sur les appellations. Et on y reviendra, parce que les appellations, pour moi, et encore aujourd'hui, c'est vraiment un coffre-fort des vins français. Donc à préserver, à sauvegarder, et puis le contexte aujourd'hui demande qu'on en parle, parce que c'est essentiel qu'on le préserve pour la suite, pour l'avenir. Après, dans des grands bassins comme ça, il y avait des zones qui étaient, et qui l'ont démontré par ailleurs, qui étaient beaucoup plus dans l'aptitude agronomique, finalement, de produire des vins dans des styles plus accessibles et qui parlent à des consommateurs par le nom de la variété dont ils sont issus. Ça a été le concept des vins de cépage. C'était déjà des concepts qui existaient dans les pays du Nouveau Monde, parce que les Australiens, les Chiliens, les Californiens, ils abordaient le marché déjà à travers le prisme du cépage. Et il y a eu cette vision de plusieurs personnes dans le Languedoc, Robert Scali en premier, ensuite Jacques Gravial qui était un producteur. C'est les deux binômes qui ont travaillé longtemps ensemble et qui ont contribué à avoir ce mouvement de transformation du Languedoc en faisant planter des cépages
à des producteurs qui ensuite étaient commercialisés en vin de cépage pur. Voilà. Et donc ça a été la révolution d'un bassin, la transformation d'un bassin, et on se rend compte que ça fait pratiquement 40 ans. Aujourd'hui, le Languedoc, il y a une partie de sa production qui est toujours sur les vins de cépage et qui permet d'avoir un tissu économique actif, prospère, avec une pérennité des exploitations dans un concept qui est pas forcément plus simple dans le goût, mais plus simple d'accès sur les marchés. Sur l'information, en fait. Ouais, sur l'information, la manière dont le consommateur va découvrir les vins, et ça marche toujours. Voilà. Et est-ce que ça n'a pas fait du bien d'ailleurs à la région Languedoc, au niveau international, où on s'est dit, on connaît les vins du Languedoc, c'est des vins qui fonctionnent un peu par cépage aussi. Est-ce que ça n'a pas participé un peu à ce développement-là? Complètement. Ça a sauvegardé la région, parce qu'aujourd'hui, il y a une cohabitation entre des vins d'appellation dans le Languedoc qui aussi ont fait leur évolution dans leur modernité, dans le style et autres. Il y a les Terrasses du Larzac, le Pic Saint-Loup, le Corbière Minervois, tout ça, et puis les vins du Roussillon qui sont assez sous-estimés encore, alors qu'ils sont magiques. Et puis à côté de ça, la cohabitation avec ces vins de cépage aujourd'hui qui continuent d'être très forts sur le marché national et exportés, effectivement. Comme ils ont une image qui s'exporte parce que le nom du cépage parle dans le monde entier. Donc c'est un joli succès. C'est un joli succès toujours pour le Languedoc. Oui, et puis ça permet ensuite de développer aussi du qualitatif à côté. Enfin, c'est complémentaire, on va dire. Sans dire que c'est pas du qualitatif, mais c'est une gamme différente, on va dire. De prix, d'approche, etc. On cherche quelque chose de plus accessible pour le consommateur. Et puis ça a été un projet de beaucoup de vins de marque. Ouais. Et ça aussi, c'était un changement d'esprit. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'encore, par rapport à aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, la nécessité finalement derrière un cépage ou d'accoler un cépage aussi des identités. Alors c'est peut-être pas beau de temps en temps quand on entend marque pour le monde du vin, mais il faut le voir du côté positif parce qu'une marque c'est une signature, c'est une caution, c'est un engagement. Et c'est comme ça que le marché international fonctionne finalement. Et donc le Languedoc s'est mis au diapason de ça et a permis justement à travers plusieurs opérateurs qui avaient des marques sur les marchés, d'avoir créé toutes ces exportations-là. Et là, honnêtement, ça a été passionnant parce que c'était une contribution à une modification, un changement d'une région d'un point de vue commercial, marketing, puis la qualité produit aussi à l'amont, qui était essentielle. Et d'ailleurs, c'est marrant, je crois que c'était avec Thibaut Gaget de la maison Louis Jadot qu'on en parlait. C'est aussi la responsabilité qu'a une marque. C'est-à-dire que, d'accord, ça peut parfois être un mot qui n'est pas forcément apprécié dans le monde du vin. Ceci étant, aujourd'hui, quand on est la maison Louis Jadot, quand on est la maison Marnon, par exemple, on peut pas se louper aussi parce que voilà, on a une responsabilité sur tous les vins qui sortent et il faut arriver à délivrer quelque chose de qualitatif parce que chaque vin représente la marque. Voilà, donc c'est aussi un engagement d'une certaine manière. C'est une clé de voûte, c'est un engagement, c'est une caution, c'est une pression, c'est une garantie énorme de style, de goût, de constance qualitative, de vertu, parce qu'on doit gratter, on peut gratter, on attend à ce que le consommateur vienne chercher de l'information et on doit être prêt justement pour que on soit au rendez-vous de tout ce qu'on présente, tout ce qu'on annonce. Il faut que ça soit robuste, quoi. Voilà. Tu as parlé de 20 ans d'expérience dans le Languedoc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Parce que, en 20 ans, je suppose que ton rôle a évolué au sein de la maison, des domaines. C'était plusieurs domaines, un domaine? C'était comment ça? Non, le groupe Scali, c'était des accords, déjà avec beaucoup de coopératives, quelques caves particulières aussi. C'était éclectique, il n'y avait pas de ça, en disant d'un côté c'est bien, de l'autre côté pas bien. Donc moi, dans un premier temps, mon travail, alors, comme j'étais technicien de formation, agronome, passionné par la vigne, le vin, c'était d'organiser tout ce qui était le sourcing de l'entreprise pour assurer son développement, donc des liens avec des coopératives, des liens avec des caves particulières aussi, pour les accompagner dans le développement du vignoble, dans les plantations, dans le choix des plantations, dans les choix techniques, en adaptation avec leur région, leur sol, etc. Donc c'était un travail assez agronomique à ce niveau-là. Ensuite, ça a été aussi, pendant ce temps-là, la responsabilité de toutes les vinifications du groupe par rapport aux objectifs produits. Donc ça a été quelques millions de bouteilles quand même qui sont sorties. Donc s'assurer que dans toutes les caves, on organisait bien les itinéraires de vinification qui correspondraient au marché. Et donc ça a pris beaucoup de temps pour
s'équilibrer avec les caves, s'ajuster. Il y a eu des investissements beaucoup dans les caves. C'était une époque où il y a eu le froid, l'hygiène, les maturités, les récoltes de nuit qui n'existaient pas dans le Languedoc. Donc d'amener les producteurs, voilà, c'était une révolution relativement forte. Il y a une sorte d'éducation un petit peu. On va apporter des connaissances supplémentaires. Alors éducation pas dans le sens péjoratif. Oui, mais, oui. non, mais dans le sens... voilà les nouvelles techniques, peut-être on a intérêt à les essayer, à les mettre en place. Oui, conviction, Ouais. démonstration par la preuve, et ça a été des périodes assez fantastiques parce que justement pour apporter ces éléments de preuve, on organisait des voyages avec les producteurs à l'étranger. Donc moi ça m'a permis de pas mal voyager en plus, quoi, d'aller voir les vignobles en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je sais pas si j'ai déjà dit le Chili et autres, la Californie évidemment. Parce qu'on était aussi propriétaire, le groupe de vignobles en Californie, donc c'était assez intéressant. Donc d'amener les caves, les producteurs aussi, sur ces vignobles-là, pour comprendre le contexte concurrentiel, les exigences. Et ça, évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a été vachement vertueux, quoi, finalement, à ce niveau-là. Et bon, voilà, donc ça a été très, très intéressant, très dense. Et le plus passionnant, c'est qu'on a assisté à la transformation de la région. Alors, il y a une double transformation des arrachages, et à côté de ça, beaucoup de plantations sur ces cépages-là. Et parce que justement, à travers la conviction qu'on pouvait faire sortir le Languedoc, je peux pas dire d'une impasse économique, mais justement de lui trouver une solution parmi d'autres, mais qui était quand même relativement massive, pour continuer d'avoir un vignoble qui est présent dans une région comme le Languedoc. Et même si aujourd'hui, c'est encore des régions qui se transforment avec la recherche de cultures alternatives, rien n'est évident quand même. Et il était important, il est toujours important que la vigne dans cette région-là, elle reste une culture prédominante, importante. Parce que, bon, évidemment, il y a tout le tissu économique autour, puis il y a l'aspect environnemental qui n'est pas anodin, quoi qu'on en dise. Et puis c'est les paysages aussi, quoi. Mais ça, c'est valable dans toutes les régions viticoles. Mais le Languedoc était un peu exposé à, je veux pas dire pas une pauvreté, mais elle avait besoin d'avoir un souffle nouveau, justement, pour continuer d'exister. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, puis il y a un énorme enjeu local pour les hommes, les femmes, parce que voilà, on n'en parle pas toujours, mais bon, le monde du vin fait vivre à peu près 500 000 personnes, enfin 500 000 emplois en France. Je crois que c'est le deuxième plus gros employeur de France après le service public, il me semble. Donc oui, il y a un enjeu aussi pour toute une région de trouver un modèle qui permettra à chacun de vivre aussi de cette activité-là. Ouais, écoute, c'est passionnant. Et du coup, tu as fait 20 ans, si je calcule bien, 86-2006. Exactement. Magnifique. Oui, c'est ça, fin 2005, exactement. Et donc là, Donc j'ai fait autre chose pendant ces années-là, parce que ça a été intéressant. Je complète pour expliquer un peu pourquoi je suis venu ensuite à Marronnon. Donc ça m'a permis de voyager, de comprendre un peu les styles avec les commerciaux des vins qui étaient demandés par les marchés, par les consommateurs dans les différents pays, donc vraiment de s'imprégner de cette culture-là. Je me suis occupé des vignobles corses pour le groupe aussi, donc d'un point de vue très opérationnel. J'allais souvent aussi en Californie, parce qu'il y avait les vignobles Saint-Supéry en Californie. D'accord. Donc là aussi, c'était assez passionnant. C'était un gros vignoble dans la Napa Valley, avec tout l'apparat de la Napa Valley. Et ça, c'est aussi quelque chose qui formate un esprit dans l'exigence, dans la croyance que l'on peut faire beaucoup de choses, mais sous réserve d'être, au diapason de certains niveaux de nouveau d'exigence. Et ça, c'est quelque chose qui est un élément du puzzle très important quand on voit ça. Donc voilà. Et puis t'as l'air d'être assez marqué quand même par cette région. Parmi tes voyages, c'est quelque chose qui t'a... Oui, beaucoup. Et parce que la clé, finalement, c'est de comprendre... On n'impose pas des choses au marché, on garde notre personnalité, mais on doit l'écouter. Et ce sont ces pays-là qui apprennent l'humilité déjà de voir si on fait bien, pas bien, ou comment on peut s'améliorer. Et puis surtout dans l'esprit de l'approche, du pragmatisme, et puis de faire en sorte finalement qu'on va réussir à mettre ça en place pour répondre aux objectifs commerciaux de développement. Parce que finalement, il faut pas rêver, il faut réussir commercialement, parce que c'est la clé de voûte de tout, quoi, le côté économique. Mais on le fait pas en le décrétant, on le fait pas avec de l'argent, on le fait vraiment en trouvant
les rouages qui font fonctionner le système. Voilà. Donc oui, ça m'a beaucoup marqué. Puis à la fin, j'ai fait quand même un lien sur une partie plus commerciale quand même, voilà, en maturant dans une entreprise et en travaillant un peu sur le réseau trad, sur la vente directe et autres, voilà, pour compléter un peu le cursus, sachant que bon, voilà, j'étais beaucoup aussi sur les marchés d'un point de vue commercial pour accompagner les équipes, quoi. Voilà. Donc on a fini cette période qui est longue, et moi j'ai eu une carrière très simple, 2 fois 20 ans, voilà. C'est pratique. Ça n'empêche pas qu'elle est pleine de choses assez riches et de rebondissements aussi. Au sein même d'une entreprise, enfin, il y a tellement d'évolutions qui ont été faites déjà. Ouais, le contact des personnes avec qui on travaille, quoi, que ce soit les collaborateurs puis les patrons d'entreprise, quoi. Il faut avoir du sens. Et quand il y a du sens, on voit pas le temps passer, ça c'est emmerdant. Et pardon, ça se dit pas. Non, on voit pas le temps passer. Et puis on a toujours l'impression qu'il y a énormément de travail à faire devant, quoi. Voilà, bon. Donc la deuxième partie, c'est début 2006. J'ai dû respirer 4-5 mois. Okay. Parce qu'entre-temps, je me suis acheté un petit vignoble, donc je suis aussi vigneron par ailleurs, comme je m'ennuyais le week-end. Et donc j'ai attaqué en mai 2006 dans le groupe Marronneau. Et alors, attends, juste petite pause sur ton vignoble, tu l'as encore aujourd'hui? Ah oui. Okay. Et il est situé où? Dans le Pic-Saint-Loup. D'accord. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que j'habite Montpellier aussi. Donc voilà, je fais un peu l'aller-retour avec Marronneau. Et donc j'ai rencontré un homme qui parce qu'en quittant le groupe Scalis, c'est pas anodin non plus, les personnalités, les convictions. Et Marronneau il y avait un président qui s'appelle Jean-Louis Piton, qui est quelqu'un qui a fait une belle carrière aussi dans le monde du vin, sur le côté syndical, production coopérative, mais avec une vision très ouverte. C'est-à-dire que pas dans la doxa de la production aveugle, on va dire. Il était à la Copa Cogeca à Bruxelles, et puis après, il a fini finalement président de l'INAO. Alors, pour démocratiser la COPESA, est-ce que tu peux dire c'est l'organisation des coopératives européennes, voilà, dans le monde du vin, qui est une plateforme d'échange sur les problématiques communes finalement à la filière viticole, peu importe dans quel pays en Europe. Voilà, donc c'est des clusters comme ça d'échange et de réflexion. Et donc ça donne une vision sur les vraies problématiques, aussi bien de production, beaucoup, mais commerciales aussi, il y a le lien là-dessus. Et puis après, l'INAO, on sait ce que représente l'INAO, et tout à l'heure, quand je parlais combien c'était important la défense des appellations en France, que ça soit dans le vin, que ça soit dans les autres produits, nous, en l'occurrence, c'est le vin qui nous intéresse. Donc c'est une personne qui avait beaucoup de convictions, qui s'occupait du groupe Marronneau, qui s'en est occupé longtemps encore, jusqu'à environ l'année dernière, et il a su organiser l'humain dans le groupe dans le cadre d'une entreprise modernisée. Voilà. Okay. Et ça, c'est ce qui m'a bien plu quand je l'ai rencontré pour mener le projet de Marronneau, parce que on va parler peut-être de la manière dont on a construit ce projet-là. Il avait une idée très claire de la possibilité d'une voie possible à faire évoluer le groupe pour lui donner une capacité de se développer, j'allais presque dire de survivre, parce que dans les années 2002, ça a été un contexte relativement compliqué, et qu'il fallait sortir de ces périodes qui étaient plus délicates après des périodes d'euphorie. On a vécu une période un peu d'euphorie dans la filière vin. Il y avait le French Paradox aux États-Unis, il y avait le Phylloxera aux États-Unis, et tout ça a fait qu'il y a eu un mouvement énorme, beaucoup de dynamisme commercial à l'exportation des vins français, et qui s'est un peu atténué dans les années 2000-2001. Mais depuis 1995, c'était très fort. Et les filières, elles se sont retrouvées avec une sorte de rupture assez abrupte, avec en plus un millésime 2002 un peu compliqué, c'était partout le cas en France. Et ça a été un révélateur de difficultés finalement de la filière. Oui, ça a accentué là où il y avait des faiblesses, ça a été un peu abyssal, on va dire. Complètement. Le gap, il était considérable, quoi. Et donc le groupe a été amené à réfléchir, avant que j'arrive, parce que la décision de ce groupe avec les présidents, parce qu'on est dans une union de coopératives, nous, notre système, donc ce sont des producteurs qui sont organisés dans des coopératives, avec des présidents, et tous ensemble, ils ont réfléchi à ce que pouvait être l'avenir de ce groupe-là.
Il y avait plusieurs choix, et leur choix, et sous l'égide donc de Jean-Louis Piton, ça a été de dire, il y a une solution, c'est qu'on travaille à forger une identité forte dans notre région, et on sait très bien que notre région, s'il n'y a personne qui la prend en main pour la faire émerger d'un point de vue notoriété, c'est pas le négoce qui existait à l'époque, qui était un négoce rhodanien, de qualité au demeurant, mais qui n'était pas installé dans la région du Luberon. Et on ne peut pas imaginer un modèle où des acteurs fassent le travail pour quelqu'un d'autre quand ils ne sont pas les pieds dans une région. Donc finalement, la place, elle était là. Okay. Et c'est ce qui leur a vendu, il les a convaincus de prendre finalement cette direction-là. Donc finalement, il est arrivé avec un projet directement en disant complètement. Il faut faire ça. Je pense qu'il faut faire ça. Exactement. Faites-moi confiance. Ouais. Okay. Exactement. Incroyable. Ah oui, c'était très fort parce que les modèles coopératifs, il y en a plusieurs types. Et aujourd'hui, les modèles qui ont émergé au niveau national, ce sont des modèles où les producteurs se sont pris en main en développant des marques de leur propre identité, et toujours avec la volonté d'être un leader de leur bassin, et puis aussi d'être dans l'exemplarité de la qualité des vins qu'ils produisent. Il y en a quelques-uns en France, des groupes comme ça. Je vous en parle un peu parce que je suis président de l'UNSCV, alors président c'est un titre un peu, voilà, et c'est un regroupement justement de ces entreprises-là au niveau national qui sont des entreprises coopératives. D'accord. Voilà. Et il y a des beaux noms à l'intérieur, il y a Plément, vous avez Loire Propriété, vous avez Standon, vous avez des... Voilà, il y en a une multitude comme ça, et ensemble on travaille, et ce qui nous rassemble justement, c'est chacun dans nos régions, on ne se tuile pas, on est chacun vraiment dans nos bassins, on a cette capacité à avoir imaginé dans nos bassins de production des politiques identitaires, de marques basées sur la qualité du produit, avec une expertise commerciale et marketing. Voilà, pour résumer. Ok. Et donc, on arrive sur Marnon. Déjà, Marnon, ça fait combien de temps que ça existe Parce que c'est une particularité, c'est pas juste une coopérative, c'est une union de coopératives. Une union de coopératives. Depuis quand est-ce que ça existe Alors, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Amédée Ginès, et en 1965. D'accord. Et qui a rassemblé pas mal de caves coopératives, il y en avait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui, elles se sont regroupées pour des questions d'efficacité économique. Et donc ça fait un peu plus de 50 ans. Voilà, et son idée, c'était de se regrouper pour être plus fort commercialement. Et bon, sans revenir à ce qu'on a un peu expliqué, au début, c'était de l'écoulement, et ça allait bien, parce que finalement, les producteurs vivaient correctement, mais il n'y avait pas forcément une image construite. Une image différenciante. C'est toute une région qui écoulait ses vins. Ça s'appelait Côte du Luberon et Côte du Ventoux. Il ne faut pas oublier le Ventoux, évidemment. Et donc jusqu'à l'année 2002, qui a été un peu l'électrochoc et qui a abouti à un changement d'organisation en 2005. Et aujourd'hui, la constitution de notre groupe, elle a beaucoup vécu. Il y a eu des regroupements, etc. On a 6 caves. On a environ 380 familles et 4000 hectares de vignes. Et sur finalement la région Luberon et Ventoux. Donc le Luberon, c'est une grande arête transversale qui est un beau massif calcaire, qui est une montagne, qui est à 1000 mètres d'altitude. Et le vignoble, il est des deux côtés du Luberon, pour l'appellation Luberon. Et puis il est un peu plus loin que de l'autre côté du Luberon, pour l'appellation Ventoux, parce qu'on est au pied des monts du Vaucluse. Donc on est dans toute la région sud-est du Vaucluse. Et on a des producteurs qui sont des producteurs importants au Ventoux. On représente un peu moins de 20% de la production globale du Ventoux aussi. Voilà, donc on est un bel acteur aussi dans le Ventoux, et avec les mêmes convictions que ce que l'on fait sur le Luberon. Et justement, quand j'ai un peu préparé ce podcast, j'ai vu 4000 hectares, ou je sais plus, il y avait peut-être 3500 sur le site. Je me suis dit, waouh, ça en fait quand même. Ça représente une complexité. Oui. D'approvisionnement, de qualité aussi. Comment est-ce qu'on gère ça avec une telle dimension? Alors je suppose avec plein de gens déjà aussi. Vous devez être nombreux aussi même à gérer ça. Mais comment est-ce que ça se passe aussi pour assurer la qualité sur des territoires aussi grands? C'est la clé de voûte du système. Tout à l'heure on parlait un peu d'une marque et de ses exigences. Et donc quand on a commencé à travailler pour réaliser le projet qui avait été acté,
la première clé de lecture, c'est de dire, on va imaginer les vins. Donc, c'est un peu pour ça que je suis venu. Imaginer quel vin on pourrait faire à partir de cette région-là, en fonction de l'aptitude de ce territoire-là. Et une fois qu'on les a un peu imaginés, qu'on pense que ça peut convenir, comment on les sécurise et comment on organise le développement solide de ces styles de vin dans des volumes, etc. Et là, on touche donc le cœur organique de toutes les caves, parce que dans chacune des caves, on a des binômes, œnologues, techniciens au niveau du vignoble. C'est un groupe qui a eu très tôt des techniciens au niveau du vignoble. Donc la connaissance, j'allais dire agro-pédologique, elle était là. La base de données, elle est fantastique, quoi. De longue date. C'était vraiment... souvent, on retrouve ça finalement dans ces modèles agricoles amont. C'est positif en disant ça. Bien connaître son terroir et son territoire. Il manquait le lien de l'aptitude avec un style de vin que l'on peut faire. Donc ce qu'on a amené et ce qu'on a densifié. Et donc, la nécessité, ça a été de cartographier le territoire par rapport à l'altitude, une vigne, un cépage, un lieu. On a plusieurs altitudes, on commence à 100 mètres, on finit à 550 mètres, on a plusieurs expositions. C'est d'une complexité terrible, c'est notre atout d'ailleurs. Et cette cartographie a été faite facilement parce que la base de données était là. Et après plusieurs années, on a réussi finalement à regrouper des vignes par rapport à des styles de vin et le consolider et le stabiliser. Et les producteurs sont engagés dans des contrats. On est certifié, il y a une certification qui s'appelle Agri-Confiance, qui est dans le monde coopératif, transversal, pas uniquement le vin. Ça touche les palmipèdes, ça touche les fruits et légumes, ça touche les céréales, ça touche tout un tas de cultures, et qui est un système organisé de la production agricole, ça s'appelle comme ça, et qui permet d'avoir un cahier de charge auprès des producteurs par rapport à des objectifs produits en qualité et en normes environnementales. C'est assez complexe, mais ça nous a permis d'avoir une assise organisationnelle, finalement, pour 100% de la production de nos appellations. Alors, on a quelques producteurs un peu plus petits qui sont sur les IGP, tout ça. C'est complexe, on les laisse tranquilles. Mais il y a 100% de nos appellations qui sont issues de ce système-là. Et c'est audité tous les ans. Un auditeur vient tous les ans. Ouais. C'est lourd, c'est coûteux. C'est assez coûteux. Et alors on a aussi HVE qui vient compléter, c'est le volet environnemental d'ailleurs d'Agri-Confiance. C'est-à-dire qu'on a intégré le volet environnemental d'Agri-Confiance par HVE, au niveau des producteurs. On a beaucoup d'exigences là-dessus, il faut l'expliquer aux producteurs, mais de plus en plus on en voit la nécessité sociétale de toute façon. Oui, mais c'est aussi ça, désolé de te couper, mais c'est vrai on se rend compte que convertir un vignoble déjà c'est pas toujours facile. Mais convertir 4000 hectares, c'est autre chose. Donc, il y a la démarche d'arriver à emmener tout le monde, de mobiliser tout le monde, de laisser personne sur le bas-côté, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, je suppose. Oui, c'est complexe et on doit toujours travailler dessus. On doit toujours travailler dessus pour avoir des rouages fluides entre production et puis marché. Parce que c'est quand même un groupe qui est à deux niveaux, on va dire. Le premier niveau, c'est l'adhérent coopérateur, le viticulteur. Il est adhérent à sa cave. Et c'est la cave qui est adhérente à Marrenon. Mais néanmoins, on a beaucoup de liens. Je connais beaucoup les producteurs, les techniciens les connaissent évidemment. Moi, je coordonne un peu tout le groupe avec les techniciens amont, les vinificateurs, etc., pour réaliser nos vins. Mais néanmoins, il y a encore parfois des vignerons encore un peu éloignés. Et c'est clé, et c'est notre envie pour les années à venir de conforter encore plus la conviction que les producteurs, ils ont... alors, je ne veux pas dire... Non, c'est pas le terme approprié de dire une pépite entre les mains, mais ils ont la chance d'avoir une société, une entreprise coopérative qui a su développer une marque qui est assez solide, quoi. Et dans tout modèle d'entreprise, dans l'agroalimentaire ou même dans n'importe quel secteur commercial, les marques, c'est ça qui fait la valeur des entreprises. Et donc, on fait partie de ces rares groupes coopératifs, il y en a d'autres, on en parlait tout à l'heure, qui ont su faire émerger une marque qui est bien installée sur les marchés, qui a une répartition des risques qui est très forte parce qu'elle est dans les réseaux beaucoup traditionnels en France puis à l'export. Et donc c'est leur marque, c'est leur produit. Et le collectif se rassemble justement pour continuer de la construire et de la défendre. Et là, on est toujours en phase de rassembler, de convaincre, voilà, d'apporter l'existence concrète du lien qui existe entre
la vigne du producteur et le produit fini, et pour apporter la fierté là-dessus. Et alors, on se dirige, je trouve là, tu vois, depuis tout à l'heure, dans cette démarche de dire, bah voilà comment voilà ce que c'est qu'aujourd'hui une marque et voilà ce qu'elle apporte. Oui. On n'a pas trop parlé de comment est-ce qu'on construit ce chemin vers cette marque. Tu as parlé d'identification, de pédologie, donc ça c'est la connaissance des sols, de la segmentation du coup. Vous avez de nombreuses cuvées, ça vient sûrement de là, non ? Oui. Ça vient de cette segmentation-là. Et après, au niveau commercial aussi, comment est-ce qu'on fait reconnaître parce que c'est bien de produire, de morceler, on va dire, et d'avoir identifié de manière qualitative. Comment est-ce qu'on en fait quelque chose avec une certaine réputation et une certaine assise ? Parce que le Luberon n'était pas forcément une région viticole très connue. C'est un combat qui est plus difficile que quand on vient de Pauillac, par exemple, et que l'appellation est connue mondialement, on va dire. Comment est-ce qu'on fait ça aussi au niveau commercial ? Ouais, merci de la question, parce qu'elle est clé, hein, elle est vraiment clé là-dessus. Je pense que le cahier de charge, c'est exactement ça. On dit aucun négoce avait envie de créer une notoriété sur le Luberon. Donc, on se prend en charge. Comment donc on l'a créé, cette notoriété ? Et de la valeur, finalement, parce qu'une notoriété doit être accompagnée de valeur. La valeur, c'est la pérennité des exploitations, des vignerons. Voilà. Donc ça, c'était le cahier de charge, l'équation à résoudre. Pour la créer, il a fallu imaginer, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs cuvées, des vins qui occupent plusieurs strates de prix consommateur. Donc c'est facile de construire une pyramide. Oui. Après, c'est pas facile de vendre à tous les niveaux de la pyramide. Oui, parce qu'on pas les mêmes circuits, c'est pas les mêmes consommateurs. Et ça prend du temps de convaincre. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des vins qui commencent à 7 € prix consommateur, et jusqu'à Gardarem qui est autour de 40, 50 € consommateur, et on a quelque chose en gestation qui va être encore un peu au-delà. Donc le travail, ça a été de démarrer par rapport à ce qu'on savait faire, et en créant ces nouvelles cuvées, qui étaient à des prix plus élevés, de convaincre nos clients, les consommateurs finaux. Quand je dis nos clients, c'est les intermédiaires, distributeurs, cavistes, restaurateurs, qui pouvaient s'engager avec ces cuvées-là, qu'ils allaient surprendre leurs consommateurs, qu'ils allaient surprendre leurs clients, qui vont avoir du réachat derrière, et petit à petit, donc le modèle se met en route avec plus de volume vendu, avec des prix un peu plus élevés. Et tout ça avec quand même des leviers hyper importants, dans le savoir-faire marketing aussi, dans la presse, qui est hyper important, dans tout ce qui est la communication avec les réseaux actuels, qui sont pas trop de ma génération, mais néanmoins, on en voit l'efficacité énorme, énorme, les podcasts et autres, quoi. Voilà, moi, ça me dépasse un tout petit peu, avec les réseaux et autres, et on a heureusement chez nous des gens qui ont le talent de pouvoir le faire. Tout ça combiné a construit finalement l'émergence de la reconnaissance, de la connaissance d'abord de Marronneau, tiens ça existe, de la reconnaissance dans mince quand même, c'est bon, c'est bien. Je déteste parler de rapport qualité-prix, les commerciaux c'est impossible de parler comme ça, c'est toujours un argument de surprendre le consommateur par rapport à la qualité du prix. Alors on va dire, mais on tire, ça veut dire la même chose. Pas du tout. C'est que justement, on gratifie le consommateur d'une surprise en disant, ce sont des vins qui ont un certain niveau et on se régale à ce niveau de prix-là. Bon. Voilà. Et ça a été finalement le cercle vertueux. Et grâce, on parlait beaucoup du vin, des styles des vins qu'on a donc imaginés, ça on pourrait y revenir aussi. Pourquoi on pense que ces vins peuvent aller sur les marchés. Et puis après, la capacité commerciale sur le réseau français, sur l'exportation aussi. On exporte dans 40 pays. Et c'est important qu'une marque existe quand elle est forte dans son pays et puis qu'elle sait s'exporter aussi. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça hyper intéressant. On va passer à la dégustation juste après, mais je trouve ça super intéressant, moi, de comprendre aussi comment on crée l'émergence d'une région viticole. Et c'est aussi avec des acteurs qui ont des capacités financières, qui ont cette capacité aussi de représenter une région internationale. C'est-à-dire que toi, en tant que Marronneau, tu permets par la suite aussi à plein d'autres personnes d'exporter
en disant, bah voilà, je viens du Luberon, je viens du Mont Ventoux, enfin de Ventoux, l'appellation. Et c'est un écosystème qui fonctionne et qui est complémentaire, en fait. Je vois pas opposer toujours le small is beautiful, qui est le grand, voilà, ce qui plaît beaucoup aujourd'hui, alors qu'en fait, bah, on a aussi besoin de cette diversité d'acteurs qui permettent à des régions d'émerger. Et on en parlait d'ailleurs avec Maxime Toubar, qui est président du syndicat des vignerons de Champagne, et qui nous disait, mais s'il n'y avait pas les grandes maisons qui nous auraient représentés aux quatre coins du monde, qui auraient fait des campagnes marketing aussi importantes, bah, la Champagne ne serait pas aussi connue, et les champagnes de vignerons n'arriveraient pas à s'exporter de la même manière. Donc, voilà, je trouve ça toujours assez intéressant de rappeler aussi le rôle d'une coopérative aussi puissante, parce que c'est le cas, hein, quand on a 4000 hectares de vignes, c'est assez puissant. Et de cette présence internationale, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de producteurs du Luberon qui exportent dans 40 pays. Non, mais c'est, là encore une fois, ce propos, il est hyper cohérent et il fait plaisir à entendre. Il fait plaisir à entendre. Tu vois, moi, dans mon cursus, j'ai travaillé dans le négoce privé, j'ai un petit domaine. Et puis après, je m'occupe de marrons. Il n'y a pas de modèle qui est parfait. Et tous les modèles peuvent être intéressants. Voilà. Il suffit d'avoir une vision, une exigence, et de savoir la mettre en route, et puis un peu de passion derrière. Quoi. Voilà. Ça, c'est... Et donc, ces modèles... ça, c'est vraiment le squelette. De toute façon, sans ça, on n'y arrive pas. Et puis la passion de tout le monde. Nous, on a une rotation très faible dans l'entreprise. L'équipe commerciale, marketing, ils sont là depuis des années. Quand on a organisé l'équipe en 2006, tout le monde est là. On a recruté, on a mis des collaborateurs avec des bons profils et autres, toujours là, toujours dans l'envie de faire quelque chose. Et c'est vrai que dans notre action, on a contribué à faire, par l'émergence de Marronnon, la marque, on a pu accrocher le Luberon. Et tout à l'heure, tu citais Pauillac, c'est intéressant parce que les autres appellations prestigieuses, c'est la marque collective. Et elle porte haut le drapeau, et tant mieux, on en a besoin. Mais nous, la marque collective Luberon, elle n'avait pas le prestige. Et aujourd'hui, je dis pas qu'elle a le même prestige qu'un Pauillac, il faut être réaliste, évidemment, mais elle a une existence. Et ce qui permet, d'ailleurs, il y a des acteurs qui viennent de l'extérieur aujourd'hui, qui sont intéressés par le Luberon, qui viennent installer des domaines, tenter leur aventure, ça peut être aussi des caves particulières, mais c'est la richesse d'une région, ça. Et c'est pas un problème. Et surtout qu'on s'entend tous relativement bien. On n'est pas très nombreux entre les caves particulières puis Marronnon. Et tout le monde partage un peu aussi cette même idée de enfin ça sort du lot. Marronnon a été hyper contributeur, il y est toujours parce qu'on représente des volumes importants. On défriche les marchés internationaux et ce qui permettra demain, effectivement, à cette région aussi d'être encore un peu plus présente à l'export. Donc ce modèle, effectivement, un peu plus important et qui est pas négatif, quand il y a une vision et quand c'est hyper structuré, on va au bout du monde. En fait, tout est complémentaire. Enfin, je vois ça comme quelque chose d'assez complémentaire. En fait, il faut de tous les acteurs. Et puis, ce qui permet aussi à des petits producteurs, on va dire, de survivre, c'est le fait d'arriver à valoriser leur vin. Et pour faire valoriser leur vin, il faut qu'ils soient reconnus. Et pour qu'ils soient reconnus, il faut que la région viticole soit reconnue. Exactement. Donc, et ça s'apporte par la connaissance. Et la connaissance, mine de rien, c'est aussi des campagnes marketing. Voilà, il y en a qui en ont bénéficié de manière historique, comme la région de Champagne. Il y en a d'autres qui le font depuis quelques années, comme le Luberon, quoi. Et juste pour compléter ça, ce qui est important dans les acteurs qui le font, c'est dans la philosophie des personnes, dans la personnalité plutôt des collaborateurs. C'est pas qu'on oppose de modèles, mais ce sont pas des gardiens de musée. On a envie, ils ont envie, tout le monde a envie finalement de faire sauter un peu les verrous, sauter un peu les plafonds de verre, redistribuer les cartes, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est plaisant, parce qu'on se dit, mince, on n'a pas entretenu un système. On a vraiment contribué à le modifier. Alors, avec beaucoup de guillemets, d'humilité et tout, il faut pas rêver là-dessus. Mais de toute façon, c'est un ensemble d'acteurs, c'est une région. Exactement. Et puis par un modèle qui sait fonctionner, et puis avec des vignerons, on n'en a pas assez parlé, mais qui sont engagés, parce qu'ils ont un intérêt économique, familial. Il y a quelque chose qui anime beaucoup aujourd'hui l'esprit des producteurs, c'est la succession. La succession... on a tellement envie d'avoir une pérennité de ces modèles familiaux viticoles, quoi. Moi, je suis un peu militant de ça, parce que la terre continue d'appartenir aux exploitants,
et des gens qui en font leur métier, qui vivent de ça, qui ont une capacité d'investir. Après, ça peut cohabiter avec des investisseurs extérieurs. C'est la vie aujourd'hui qui est comme ça. Mais il faut aussi que le modèle vigneron, viticulteur vive. Voilà. Et ça, c'est une préoccupation majeure. Donc, il faut que vraiment que le modèle économique dont tu parles, le ruissellement économique, soit suffisamment probant, clair, concret, pour pouvoir se réassurer finalement pour l'avenir. Ouais, apporter une pérennité financière qui est quelque chose de transmissible. Bon, il y a deux sujets un petit peu qui me viennent du coup là-dessus, mais je pense ce serait bien qu'on passe peut-être aussi à la dégustation en même temps de cette première cuvée. Donc tu nous as apporté 2 bouteilles aujourd'hui. Là, on a le Grand Marnon. Je vais parler de mes deux sujets en même temps parce que je pense que on peut peut-être les inclure aussi. Il y a cette partie de dire comment est-ce que s'organise aujourd'hui la production chez Marnon. C'est-à-dire que vous êtes des coopératives. À quel moment est-ce que vous intervenez dans la vinification, dans l'élevage? Est-ce que vous achetez des mous, vous achetez des raisins, ce genre de choses. Voilà. Donc, comment se passe l'approvisionnement? Quel est le suivi aussi à la vigne? Ça, c'est le premier sujet que j'aimerais bien savoir. Comment ça se passe au niveau production, on va dire. Et la deuxième chose, c'était, tu parlais de transmission. On parlait on va dire, de terre à transmettre, ce genre de choses. Et un deuxième enjeu qui est aussi dans quel état on va le transmettre. Et cet enjeu environnemental, qui est la deuxième chose que j'aimerais bien aborder juste après. D'accord. Oui, c'est encore des bons sujets. Exactement. Comme je te disais, on a un peu le temps de... Peut-être si tu peux, en même temps qu'on déguste, qu'on a la chance de déguster, parce que tout le monde ne l'a pas, de déguster cette bouteille de Grand Marnon, nous parler un petit peu de cette cuvée, et puis ensuite on basculera sur le sujet. Alors, effectivement, j'ai apporté 2 cuvées en Luberon. On avait que 2 vins, on pourrait dire tout autant d'une cuvée en Ventoux, qui s'appelle Orca, mais que je n'ai pas apporté aujourd'hui. Donc, le Grand Marnon, ce que j'aime bien quand on parle de ce vin, c'est qu'on démontre qu'on est capable de créer des vins qui ont un grand volume de diffusion avec des niveaux de prix qui sont assez élevés au niveau consommateur. Élevés à notre niveau, ça veut dire qu'on va les trouver chez les cavistes entre 12 et 15 euros. D'accord. Mais c'est un bon reflet de cette capacité du Luberon à produire des vins de cette trame, de cette trempe, de ce niveau qualitatif. Le cépage, c'est la Syrah, majoritairement, il y a un peu de Grenache. Et quand on parle de l'aspect de notre territoire, c'est calcaire. On en parlait tout à l'heure, c'est une montagne qui monte à 1000 mètres, donc on a des vignes qui montent jusqu'à 500 mètres. On a plusieurs expositions. On a des expositions sud, nord, en fonction, parce que c'est un massif est-ouest, donc à différentes altitudes. Et puis on a surtout la dégradation de ce massif-là calcaire fait que côté sud, il y a des sols qui sont magnifiques avec des éclats calcaires, beaucoup de pyrosité, des sols, donc il y a une réflexion de la lumière qui est dingue, parce que les sols sont blancs avec les pierres calcaires, et ça contribue à avoir beaucoup de couleurs, et on sait que la lumière, ça crée aussi des précurseurs aromatiques, c'est la réflectance de cette lumière-là. Donc on a cette puissance un peu solaire, mais avec des éclats côté sud. Et puis côté nord, c'est un peu plus froid, sur des terres un peu plus argileuses, c'est aussi des terres calcaires, mais avec moins de pyrosité. L'argile, ça donne des vins qui ont un peu plus, alors je peux dire d'austérité, parce qu'on ne va pas aimer, mais un squelette, une puissance. On ne veut pas faire des vins sur la grande puissance, l'extraction, etc. C'est une région par sa fraîcheur qui donne facilement des vins où il y a de l'élégance et où il y a une trame, qui sont des trames sur la belle buvabilité. C'est pas un terme qui est choquant pour moi, où on peut avoir des vins de cette facture-là, mais on a le plaisir d'en boire et pas qu'en déguster. Voilà. Et la fraîcheur qui est induite par ce contexte-là, on la retrouve dans ces cuvées comme Grand Marnon. Et après, on parlera effectivement comment on le consolide au niveau de l'amont avec les producteurs, parce qu'on arrive à faire des grands volumes avec cette exigence qualitative, parce qu'on a des producteurs qui sont identifiés dans le cadre de 2 contrats spécifiques même, où ils savent que cette vigne-là, elle est contractualisée dans les programmes de Grand Marnon, et avec un suivi tout au long de l'année, d'un point de vue technique et autres, mais avec la volonté du producteur de faire.
C'est ça qui est aussi très important. Mais la transition est toute faite, je t'en prie, on peut enchaîner même sur ce sujet. C'est vrai que voilà, ça fait la transition vers voilà, comment s'organise aujourd'hui la coopérative avec ces vignerons. Alors, on en parlait un peu tout à l'heure, tout, de toute façon, est cartographié. Mais après, quand on monte en gamme, plus que la cartographie, il y a un engagement individuel de producteur dans un projet bien particulier. C'est le cas de Gardarem, c'est le cas de Grand Marnon, c'est le cas d'Orca en Ventoux. C'est-à-dire que le producteur, il a un cahier de charge qu'il a signé, avec qui on a discuté avec lui, évidemment, pour la mise en place de ce contrat-là. Un contrat, c'est une symbolique forte. Ça ne veut pas dire que sinon le producteur n'aurait pas le savoir-faire, loin de là. Mais la symbolique, c'est de dire, on revient à la notion de marque. Ce sont des porte-drapeaux énormes pour Marronnon. Même dans les contextes compliqués aujourd'hui, ce sont des produits qui se développent 10% par an. Donc on a besoin d'anticiper leur consolidation pour demain, d'avoir en pépinière des nouvelles vignes ou d'avoir des nouveaux producteurs avec des vignes existantes. Et les producteurs actuels, il faut qu'ils soient conscients qu'ils ont une responsabilité énorme pour pouvoir avoir les justes gestes techniques pour être au rendez-vous de la qualité. Voilà. Donc le contrat formalise un tout petit peu ça. Mais ça ne se fait que si le producteur a envie. Bien sûr. Comme les collaborateurs. Donc voilà, il a une envie. Évidemment, ce sont des vignes spéciales, parce qu'il y a l'âge des vignes qui rentrent en ligne de compte. C'est les plus beaux terroirs qui rentrent dans ces vignobles-là. Et on parlait de l'accompagnement tout au long de l'année. Toutes nos caves ont un binôme œnologue, vinificateur et technicien amont. Dans le cadre des vignes, ils sont suivis tout au long de l'année par des techniciens amont qui viennent voir est-ce que la taille elle est conforme. D'accord. C'est une aide, hein, et surtout ça rassure le producteur. Est-ce que l'ébourgeonnage a été bien fait? On a des normes de palissage, de surface foliaire, d'exposition des raisins, de répartition des raisins sur souche. Comme dans d'autres domaines, on peut avoir des consultants qui viennent apporter une expertise extérieure, un œil extérieur, que la personne qui est tous les jours dans sa vigne. C'est ça. Ah oui, exactement. Et donc ces producteurs, on les rencontre. Pour ma part aussi, j'y vais toujours avant la récolte. Je visite toutes les vignes, évidemment, parce qu'on goûte le raisin, on regarde et on échange. Il faut partager une passion. Et puis s'assurer qu'on est bien vraiment dans la plaque aussi. Et ça marche bien. Ça marche super bien. Gardarem, c'est encore un niveau au-dessus quand on goûtera le vin. Et il y a encore un peu plus de détails qui est apporté dans la conduite de la vigne. Mais la philosophie est exactement la même. Alors là, on parle de deux vins un peu. On parle de deux vins, mais il faut savoir que la méthode de travail avec les techniciens amont, elle s'applique à la totalité. Y compris, on fait une cuvée en rosé qui s'appelle Pétula. Alors, Gardarem, là, c'est un régal. C'est un régal dans la mission un peu qu'on a. Tout à l'heure, on en parlait. Comment créer de la valeur et comment se faire reconnaître, comment émerger. Dans le marché du vin qui est en train de se recomposer, de démontrer, finalement, c'est une démonstration de dire, regardez le Luberon, ce qu'on est capable de faire, ce que cette région est... Non, ça a été ça, le côté militant. Donc, c'est le vin aujourd'hui qui est vraiment le grand porte-drapeau dans nos produits au terme de qualité. Et puis, il y a le clin d'œil Gardarem. Toi, t'es trop jeune, mais malheureusement, j'ai un peu connu. C'était le cri des producteurs, des bergers du Larzac en 1974 contre l'installation d'un camp militaire sur le plateau du Larzac, Gardarem, le Larzac, etc. Bon, on n'a pas ce militantisme-là, mais il y a ce clin d'œil de dire Gardarem, on veut garder notre région avec cette activité viticole pérenne, cette économie liée à la viticulture pérenne, cette capacité des producteurs à transmettre leur exploitation. C'est ça Gardarem. Donc la démonstration de dire, mais il y a une valeur, et la valeur, quand elle monte, elle aide les producteurs à continuer d'investir, à résister, etc., puis à avoir confiance. Ouais. Donc avoir confiance pour installer les jeunes derrière. Voilà. Donc d'où le nom de Gardarem. Voilà. Après, techniquement, et surtout qualitativement, très peu de vignes. Il y en a deux majoritaires. Alors, c'est assez marrant parce qu'elles sont les deux à 500 mètres d'altitude, côté sud, côté nord du Luberon. C'est les deux vignes majoritaires. D'accord. Et on a complété il n'y a pas tellement longtemps avec une vigne qui est un peu plus précoce et qui vient sur c'est vraiment des sols assez uniques, très profonds, de petits cailloux calcaires qui viennent de la dégradation du massif, très profond. Et donc, ce sont ces vignes-là qui forment Gardarem. C'est vraiment des terroirs uniques. Les vignes en altitude, on les récolte
entre le 10 et le 15 octobre. Alors, je ne sais pas si ça dira beaucoup de choses aux auditeurs, mais... C'est assez tard. C'est hyper tard. Hyper tard. Les maturités sont très lentes. C'est à 500 mètres. On commence à avoir les nuits très froides. Et déjà, elles sont toujours un peu fraîches l'été, dans le Luberon, de toute façon. Mais là, on commence à avoir des nuits froides. Donc, on a des maturités qui se ralentissent. Et le raisin, il mûrit très lentement. Ça lui donne une force terrible. Mais quand on parle de force, on ne parle pas de puissance bodybuildée. On parle de densité, de trame. De maturité. La maturité, elle est là, parce qu'on récolte à belle maturité, et la belle maturité permet de gommer les aspérités, il n'y a pas de végétal, il n'y a rien. Ouais. Mais après, ce qui est fantastique, c'est un vin va s'évaluer par la manière dont il va pouvoir peut-être vibrer un peu sur le palais. On parle de densité, on parle de tension aussi, ça parle en général au niveau vocabulaire. C'est juste le reflet qu'il y a beaucoup d'extraits dans le vin, il y a beaucoup d'extraits secs. Et ça vient du fait qu'on a des baies qui ne sont pas énormes, donc les pellicules, elles donnent beaucoup de matière finalement par rapport au jus, mais qu'en plus de ça, cette tardiveté nous permet d'avoir des acidités qui restent relativement élevées, et tout combiné, finalement, ça donne ces vins qui ont ce squelette. Moi, j'appelle ça un squelette, c'est-à-dire qu'on a une ossature, on s'en fiche du muscle autour, c'est pas ça qu'on recherche. C'est est-ce que vraiment on a une solidité dans la texture du vin. Et c'est ce qu'on a démontré avec Gardarem, depuis le millésime 2009. D'accord, c'est ce que j'avais demandé. Le premier millésime, c'est 2009. 2009. Okay. On a sauté qu'un millésime, et puis sinon, on a fait tous les millésimes. Et sur les anciens millésimes, aujourd'hui, ça donne quoi? Vous gardez quelques bouteilles, vous avez pu? Oui, on se régale à surprendre, surtout, parce qu'il faut les faire déguster à l'aveugle par rapport à des prescripteurs ou autres. Et ils surprennent parce que, justement, cette acidité et puis cette densité leur permet de traverser les années en restant frais. Ouais. Donc là, on est sur de la Syrah quasi majoritaire. Okay. On n'a pas trop parlé des profils aromatiques, mais dans notre région, la Syrah, évidemment qu'elle est sur les notes de fruits rouges, mais plutôt la mûre. La mûre, c'est un peu la noblesse de la Syrah. On passe par la notion de cassis, mais après, au-delà, on a la mûre. On a beaucoup de notes épicées, des notes réglissées. Ce sont des vins qu'on laisse 2 ans en barrique. Alors, c'est pas qu'on cherche la barrique pour la barrique, mais c'est qu'ils ont cette puissance telle qu'ils ont besoin de 2 ans pour se marier avec le bois, et ils domptent le bois. C'est du bois neuf en plus. Okay. Et là encore, on cherche pas des archétypes de à 100%. Bois, à 100%. Bah franchement, moi je suis assez surpris parce que moi je sentais pas du tout ça. Voilà, et c'est tellement encore une fois il y a une matière tactile qui est tellement serrée, qui est tellement dense, qu'elle absorbe le bois. Mais elle est serrée, et après sur le palais, on a de la douceur. On m'a dit récemment, je sais plus qui m'a dit, donc malheureusement je peux pas le citer, qui me disait justement notamment sur les vins avec des élevages en bois, et notamment en barrique neuve, il faut pas être trop court. Parce que sinon, ça fonctionne pas. Il faut pas être trop long, sinon ça fonctionne pas non plus. D'accord. Et le timing est assez clé, on va dire, voilà, si on fait moins d'un an, ça commence à être difficile, ça va sentir trop le bois. Si on le laisse trop longtemps aussi, voilà, il faut trouver cet équilibre, on va dire, entre le bois et sans perdre le fruit. Le fruit doit toujours être là. Il faut surtout que l'authenticité du terroir s'exprime. Parce que le bois peut être un masqueur. On a eu la mode des vins bodybuildés avec le bois, etc. Et bon, c'est pour ça que je ne m'étends pas non plus là-dessus, mais d'un point de vue professionnel, c'est intéressant pour comprendre que même si c'est du bois neuf, il ne s'exprime pas. Justement, ça explique la manière dont le raisin, finalement, dans sa zone de production, pas la manière, mais dans la qualité et dans le style du raisin, qui a cette capacité d'absorber ce côté boisé. Ouais, non, en tout cas, c'est super chouette. On parlait du coup de la partie approvisionnement aussi. Donc, tu disais qu'il y avait toute cette partie contrôle, accompagnement, même plutôt que contrôle du vigneron à travers toutes les étapes de la viticulture, qui savait aussi où allaient ces raisins, dans quelle cuvée, ce genre de choses, et du coup, qu'il y avait une adaptation, on va dire, du contrat qui est signé entre vous, voilà, de l'engagement qui est pris. Comment ça se passe ensuite? Parce que les vendanges, quand on a 4000 hectares, comment est-ce qu'on fait pour pas que ça soit
un bazar monstre, voilà, parce que je suppose que c'est une organisation absolument dingue. C'est dingue. Ça doit être assez impressionnant à voir. Vous avez du coup plusieurs coopératives, donc je suppose que tout est organisé autour. Mais voilà, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que tous les raisins sont apportés par les vignerons? Est-ce qu'il y en a qui sont pressés sur place directement dans les domaines? D'accord. Alors déjà, il y a un plan de vol. C'est-à-dire que les 6 caves, elles ont un plan de vol que je discute avec elles, avec leur accord, en disant voilà, par rapport à l'encépagement, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, par rapport au style des vins qui sont produits dans les caves, on détermine les volumes qui doivent être élaborés par rapport à nos cuvées identifiées. Les cuvées de Marronnon, pour la plupart. Bon. Et ça, c'est organisé par rapport au profil de chacune des caves. On a des caves qui sont plus en altitude, c'est la cave de Grand-Bois, des caves qui sont plus sur un petit côté solaire, du massif du Luberon, c'est la cave de Houillerion, c'est la cave du village de Cucuron. On a côté nord la cave d'Apt, qui est au fond de la vallée du Calavon, qui commence à être sur Roustrel, donc le côté un peu froid, Ventoux, Luberon. Entre les deux, on a la cave de Beaunieu, qui est un joli terroir très tardif aussi. Bon voilà, on a 4 caves, là. Après on a 2 autres caves en Suisse, Pertuis, qui sont sur des terroirs qui sont aussi sympas, de collines et autres, mais chacune des caves a sa personnalité. Donc on a un plan de vol pour chacune des caves. Et là, on revient au rôle des techniciens, c'est-à-dire que les techniciens savent exactement quelles parcelles sont destinées à tel produit, et pendant les vendanges, et avant les vendanges, orchestrent le rentrage. C'est-à-dire que le pilotage des rentrages, il n'est pas le fait des producteurs, il est le fait des techniciens amont qui provoquent les récoltes. Alors évidemment, ils ont un cerveau qui est vachement affûté. Hein, non, mais c'est vrai, c'est une orchestration terrible, parce que c'est pratiquement même l'organisation des machines à vendanger, on vendange à la machine à vendanger, par rapport au nombre de parcelles à rentrer par vacation. On vendange la nuit, les rosés et les blancs, donc il y a les pressoirs, donc il faut savoir combien de tonnes par pressoir, donc telle parcelle qui est telle qualité, et c'est eux qui organisent avec les producteurs le rentrage. Alors on a la chance, les techniciens de temps en temps ils trouvent ça très lourd évidemment, de commencer tôt, on commence fin août, début septembre, et on finit tard, mi-octobre on en parlait. Donc ça étire quand même. Hein. Oui, voilà, ce qui est presque nécessaire en fait. Enfin, ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Et ce qui permet d'être précis aussi, d'attendre. On a une chance terrible dans cette région, c'est qu'on a, moi, depuis que j'y suis, on a eu peut-être une année, on a eu une pression un peu climatique avec de la pluie, un peu de complexité, mais d'un autre côté, même s'il pleut, derrière ça va bien, il y a le vent du nord, il y a le Mistral, tout ça. Honnêtement, c'est quand même des régions qui sont assez bénies pour pouvoir travailler assez sereinement. Voilà. Oui, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, tu me dis si je me trompe d'ailleurs, mais le Mistral apporte un vent qui est, on va dire, relativement sec, et du coup qui permet aux baies de ne pas avoir trop d'humidité, et l'humidité étant ce qui apporte les maladies généralement. Tout au long de l'année, tout à fait. Même une année comme 23 qui a été un peu compliquée, hein, il y a eu beaucoup de pression de mildiou à un moment donné, ça arrive à se combattre sans gros problème, et c'est une des pires années qu'on a pu avoir, et néanmoins, on s'en est sorti très bien, sans trop de traitement. On reparlera des modèles bio, pas bio, etc. Mais oui, le vent y contribue, l'altitude y contribue par la fraîcheur des nuits. Au mois d'août, c'est un peu différent ces dernières années, on sent un peu l'évolution climatique, mais on avait communément des températures de 8-10 degrés quand on commençait la récolte des blancs et des rosés, de nuit. Oui. Mais quand ça paraît fou, quoi. Mais en vacances dans le Luberon, le soir, tout le monde a un gilet. Ah oui. Ah oui, plein été, quoi. Ah oui, ça fait sourire. Parce que l'été, on s'imagine il fait chaud. Ouais. C'est la région qui a la plus grosse amplitude thermique jour-nuit de la vallée du Rhône. D'accord. Ah ouais. Et qui est 50% plus importante que, par exemple, si on prend la région de Châteauneuf-du-Pape. On a une amplitude thermique qui est énorme. Okay. Et c'est mesuré. Hein, ça. Ouais, le Ventoux, la côté sud, c'est pareil, un tout petit peu moins, mais avec une amplitude très forte. Ce sont deux régions qui ont des marqueurs sur la fraîcheur de ce fait-là. Bien sûr, voilà. Ouais. Le terroir, il est comme il est, parce qu'on pourrait être ailleurs avec ces terroirs-là, mais ces configurations de montagne, puis on a aussi du vent qui vient des Alpes de Haute-Provence, hein, par la Durance. Okay. Ça vient par la Durance, et ça arrive à rentrer sur Apt, au côté nord, et ça arrive à rentrer sur Grand-Bois, côté sud aussi, quoi. Donc tout ça, ça formate finalement le style des vins de cette région. Okay. Quand on parle de fraîcheur, ça vient de là. Ouais. Ok. Ouais, super intéressant d'échanger là-dessus, et justement la transition est toute faite. Tu parlais d'amplitude thermique, du fait que il y a des petits changements aussi qui s'observent, peut-être avec des nuits peut-être un petit peu plus chaudes, tout ce genre de choses.
le sujet est tout fait, on va dire l'impact environnemental, le dérèglement climatique. Comment est-ce que vous faites pour répondre à ces enjeux aujourd'hui de votre côté et comment est-ce qu'on accompagne autant de personnes, parce que tu disais 380 familles, comment on accompagne 380 familles à travers une transition qui peut peut-être éclaircir les défis qui arrivent. Alors, il y a deux volets dans la question. Il y a l'aspect environnemental et la responsabilité de chacun aujourd'hui, et puis un peu ce qu'on subit aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Alors, l'aspect environnemental, quand on parlait de l'organisation de l'amont, on a parlé du volet qualité, il y a le volet environnement. Bon. Et on est dans un principe d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on se mesure, quand il y a les audits, on regarde, on se fixe des objectifs. Par exemple, les amendements organiques au détriment des amendements, par exemple, minéraux. Voilà. Donc, on a convergé vers ça. On parle beaucoup de désherbage, qu'on soit bio, pas bio. Les producteurs qui sont pas bio, ils sont de plus en plus en désherbage mécanique. Donc ça aussi, c'est des améliorations continues par rapport à la préoccupation environnementale. On est 100% de notre vignoble au cœur du parc naturel du Luberon. Donc, depuis le début, on a bien échangé avec eux. Parce qu'on a la marque Parc sur le dos de nos bouteilles, sur certaines de nos cuvées. Et c'est une garantie qu'on a pu leur amener en échangeant avec eux de dire on a des producteurs bio, on a des producteurs qui sont en conventionnel, mais en sustainable, en durable, en amélioration continue. Et on leur apporte la démonstration finalement qu'on est vraiment dans ce mouvement-là. Tout le monde ne peut pas être bio aujourd'hui. Et voilà, et on peut discuter de ces deux modèles-là. Mais par contre, l'effort que l'on a dans la connaissance de notre milieu, l'utilisation de l'eau, par exemple, on a quelques vignes en irrigation, 15%, pas plus, mais l'utilisation de l'eau, pour ces vignes-là, elle est faite avec des systèmes de pilotage. Donc on met 100 mm d'eau par an, on ne met pas 200, 300, etc. Il y a ces deux logiciels qui pilotent et qui nous aident à comprendre pour apporter la juste mesure. On sait que ce sont des débats de société, on en est conscient, notamment dans des régions consulaires. Des débats, c'est des vrais enjeux de demain, quoi. Tout à fait, parce qu'on peut dire, mais l'eau pour la viticulture, le vin n'est pas essentiel, donc on va utiliser de l'eau. Bon, mais on revient à un modèle économique dans un territoire, et puis faire bon. Et il y a des endroits où la vigne, elle en a besoin, on a point. Voilà, c'est 15%, mais au moins, c'est raisonné. Donc ça, c'est l'aspect prise de conscience par rapport à l'environnement. Après, ce qu'on subit aujourd'hui, ce que l'on voit, des hivers qui sont moins froids, ça c'est pénible parce que ça nous expose aux gelées de printemps. Ça, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Il y a les protections contre le froid, on n'a pas des ressources en eau pour faire les projections d'eau sur les vignes, quoi. Puis c'est de l'eau gâchée en grande quantité. Mettre des bougies dans les vignes, c'est bien quand on a des surfaces qui sont assez groupées, raisonnables. Donc on est très démunis par rapport à ça. Et puis l'autre volet que l'on subit, c'est un peu la sécheresse et les températures plus élevées. Alors 2023, elle est qualifiée d'année dite caniculaire, mais pas tant. C'est plutôt la sécheresse, parce qu'on a eu un début de mois d'août, par exemple, en 2023, qui était pas chaud. Il y a eu une grande vague de pluie, d'ailleurs. Fin juin, et puis après des températures un peu fraîches. Donc, par contre, c'est la sécheresse, ça qui importe beaucoup dans la réserve en eau des sols, et leur reconstitution, donc pendant l'hiver, de l'eau des sols. Et là, on se rend compte qu'on accumule plusieurs années avec un déficit qui se marque. Ça, c'est ce qu'on ressent. Ouais. Alors, comment on essaye de lutter contre ça? On a, parmi les techniciens amont, on fait un peu de R&D, on essaye de réfléchir. Par exemple, on a un sujet aujourd'hui qui est hyper important. On fait une convention avec les producteurs, d'ailleurs, le 7 décembre, ce sujet-là, sur la vie des sols. Quand on parle de la vie des sols, c'est pour contrôler l'amendement des sols, notamment, parce que pour comprendre comment ça marche, la mécanique. Mais qui dit amendement dit aussi matière organique. Et voir par rapport enherbement, pas enherbement, il n'y a pas de doxa. Il faut vraiment raisonner par rapport à ça. Bien comprendre l'itinéraire qui va être le plus adapté à la situation de notre vignoble. Parce que beaucoup de personnes parlent d'enherbement, mais à un moment donné, l'enherbement est hyper compétitif, quoi. Par contre, ça peut être favorable, parfois, pour avoir une meilleure texture, structure du sol, meilleure matière organique, donc meilleure rétention en eau. Bon, il faut observer, il faut mesurer,
mesurer, pas être uniquement dans la croyance. Hein, et on a les techniciens amont qui travaillent là-dessus. Oui, puis vous avez la surface aussi pour tester, on va dire. Il y a Ouais. aussi la capacité de tester quand on a un vignoble comme ça. Ah oui, et pour le petit clin d'œil, pour tester, on a un accord avec la fac d'Avignon, avec l'université, et on bénéficie d'un programme LIFE européen. On s'est inscrit. Ça s'appelle un programme LIFE au niveau européen, où on a des subventions avec des Hongrois, Allemands, Autrichiens et nous, 4 pays, et justement pour faire ces observations de la vie des sols en fonction des différentes situations, des différents couverts au niveau de la vigne, pour comprendre. D'accord. Voilà. Et ce qui est fantastique, on les a reçus, hein, ce sont des chercheurs, et on a les connexions avec les autres vignerons. Voilà. Se poser des questions, toujours se poser des questions. Ouais. Et je voulais revenir sur un point. À un moment, tu as dit il y en a qui sont bio, il y en a qui sont pas bio, et il y en a qui peuvent pas être bio. Qu'est-ce qui empêche d'être bio aujourd'hui? C'est quoi les enjeux qui font qu'on n'est pas bio? Alors, ça peut être nucléaire, hein, quand on pose ce type de questions-là. C'est que on pense que les deux itinéraires ont des atouts positifs, et les deux itinéraires ont des côtés négatifs. Et on ne peut pas opposer les deux modèles en disant il y en a un qui est parfait, le bio, et il y en a un qui a des imperfections, et beaucoup d'imperfections, qui est le conventionnel, l'agriculture durable. Voilà. Ce qui fait qu'on mène avec beaucoup d'approches de conscience environnementale les deux itinéraires, mais on est convaincu chez nous, de toute façon, que le bio est important, apporte des solutions intéressantes, mais a aussi des défauts. Que le conventionnel a des défauts, mais a d'autres choses très positives. Et quand on met ça dans la balance, il faut plus avoir un mouvement global dans les deux modèles, de prise de conscience de ce que l'on fait, mais honnêtement, de ne pas dire que l'un, il l'emporte sur l'autre. Alors, c'est pas orthodoxe de dire ça dans le monde actuel, mais il faut le comprendre agronomiquement. Il y a des éléments très factuels sur les bilans carbone, sur la vie des sols, qui peuvent être un peu plus négatifs sur la partie bio, qu'on ne retrouve pas dans le conventionnel. Par contre, évidemment, dans le conventionnel, il y a l'aspect produit phytosanitaire appliqué. Il faut savoir que les derniers traitements, ils sont par exemple le 15 juillet, souvent, le dernier, et que du 15 juillet au 15 septembre, il n'y a rien sur les vignes. Voilà. Donc il faut aussi mettre ça un peu en exergue. On est une région où il n'y a pas plus de 4 traitements par an en conventionnel. Bon, il doit y en avoir 2 de plus en bio, à peu près, dans les années normales, hein, donc 2 ou 3. Donc plus de passages et autres, mais que du cuivre et du soufre. Voilà. Quand on dit ça, on se mouille, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en opposition farouche par rapport à ça, et je peux les comprendre. Mais bon, on est des agronomes, je ne veux pas dire éclairés, mais où on essaye de comprendre les choses et d'essayer d'apporter la démonstration. Parce qu'on pourrait ne pas en parler. Mais c'est le meilleur moyen, finalement, de laisser croire qu'il y a des choses qui l'emportent sur le reste. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que je pense que voilà, le but aussi, c'est d'éclaircir. Oui. De dire, voilà, en fait, le bio, c'est pas aussi la solution à tout, potentiellement. Si derrière, en administrant du cuivre et du soufre, on voit que la vie des sols est moins bonne, ou genre de cuivre choses. Surtout. Ouais. Le Danemark interdit le cuivre. Ouais. Le Pays-Bas interdit le cuivre. Voilà, donc il y a aussi des enjeux derrière ces labellisations. Et il y a peut-être, c'est pour ça que tu parles peut-être plus d'une approche que d'une labellisation qui est. Voilà. Ça, c'est mais il faut absolument agir. Hein. Il faut agir. Ça, c'est une nécessité de toute façon. Avoir des moyens agronomiques autres, de toute façon. On pense aussi les nouveaux cépages, on en parle beaucoup, mais ils ne sont pas exempts non plus, parce qu'une année comme cette année, ils ont aussi fait l'objet de traitements moindres, mais il y a des maladies qu'on ne maîtrise pas, comme le black rot. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il faut faire bouger les idées et essayer de trouver un chemin qui est meilleur. Quoi. Voilà. Mais il n'est pas idéal tout de suite. Oh, bien sûr, j'entends. Bah, écoute, Philippe, j'ai passé un super moment avec toi. C'était passionnant de discuter de Marnon, de toutes ces choses-là. On a abordé plein de sujets qui étaient hyper riches, qui étaient aussi, je pense, très importants. Voilà, on a la chance de faire des podcasts, c'est des formats longs, où on peut expliquer aussi toutes ces choses-là en profondeur. Si vous êtes encore là, déjà, c'est plutôt bon signe. Mais voilà, plein de sujets assez complexes qui permettent aussi de défricher certaines choses, certains clichés peut-être, et de comprendre ce que c'est que la complexité du monde du vin et de la production.
et le rôle même des coopératives dans le monde viticole. Donc voilà, je te remercie pour ce moment passé ensemble. Vous accueillez du monde un petit peu à Marnon. Vous avez une structure de no-tourisme? Oui, on a le caveau qui est dans le village de la Tour d'Aigle et on le fait l'été à partir de juin jusqu'à fin août où on a l'équipe avec des producteurs qui reçoivent des clients qui sont intéressés de connaître mieux la région et de mieux connaître les producteurs. Donc des producteurs viennent parler de leur travail. Et ça, ils adorent. C'est une reconnaissance parce que c'est complexe, hein. Ils travaillent beaucoup, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'aléas, et on a besoin d'avoir la reconnaissance. Et puis, moi de mon côté aussi, je trouve ces formats fantastiques parce qu'on a le temps d'expliquer les choses et ça nous donne aussi du temps ça nous permet d'émerger, d'être mieux connus et dans un monde qui est assez complexe, hein, évidemment. Donc merci beaucoup d'avoir donné la parole à Marnon pendant ces pas mal de minutes. Merci beaucoup, merci à toi, et puis à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci, et à bientôt pour une nouvelle rencontre.